Bon, bah écoutez, on va continuer. Il y a eu pas mal d'échanges du coup à la pause café. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Du coup, ça m'a permis d'avoir le terme. Donc, je vous parlais tout à l'heure de vous dire qu'il y avait des études en ce moment sur justement le fait que les IA semblent en capacité de commencer un peu à construire de se construire des modèles du monde. Et donc, ça s'appelle le grokking. Il y a un phénomène qui s'appelle le grokking, G-R-O-2-K-I-N-G, qui est un phénomène qui interroge beaucoup. La machine semble, après avoir multiplié des erreurs, être en capacité d'un coup de comprendre certains concepts complexes. Donc, il y a pas mal de réflexions autour de ça. Et sachez que Yann Lequin, qui est le patron donc de la recherche chez Meta, a posé les bases, en tout cas, d'une modélisation potentielle d'une IA capable d'être dotée de sens commun, c'est-à-dire d'une capacité vraiment à comprendre ou d'avoir une modélisation du monde pour ensuite interagir avec bon sens, ce qui serait de nouveau un cap du coup et un bond en avant. Moi, ça me permet d'insister sur un point, parce que je sais qu'il y a le terme vertigineux qui est souvent utilisé quand on fait le câble. Il y a certains qui m'ont partagé les choses. Je ne dis pas cependant comme ça par sensationnalisme, mais qu'on soit clair, on n'est qu'au début de la révolution, d'accord ? Ce que je vous ai présenté là, ce sera déjà des choses dépassées d'ici 3 mois, d'accord ? Et la révolution dans laquelle on est ne fait que commencer. Donc il y a énormément de choses devant nous, d'où l'importance de s'en emparer. Je crois qu'il y a eu cette réflexion-ci là, c'est de se dire que je pense qu'il faut absolument faire en sorte que tout ça ne reste pas concentré entre les mains de certains. Et je crois que du coup, essayer de faire en sorte qu'un maximum de personnes s'en emparent, le diffuser, en discuter, en parler, sans préalable d'ailleurs sur quelle place doit occuper ou pas ces systèmes-là. Mais en tout cas, éduquer, partager, je pense qu'en tout cas, c'est un enjeu majeur sur lequel il faut en tout cas travailler. Et ce que je note, moi, c'est qu'au moment où on commence avec des Noël et toute notre équipe... Bon, je commence, mais depuis 6 mois à déployer, je note que l'UBO, en tout cas, est pas du tout en retard sur le sujet par rapport à d'autres acteurs. On continue, nous, à interagir ou à intervenir auprès de grandes sociétés. Elle commence tout juste aujourd'hui à travailler sur ces sujets-là. Donc, on est déjà chez vous. Donc, vous n'êtes pas du tout en retard, en tout cas, pour réfléchir à ces sujets-là. Et c'est, moi, à mon avis, une très bonne nouvelle. Alors, je vais basculer sur celui-ci. Mince. Comment je détermine ? Mince. Tu pourrais m'aider ? Merci. Top. Alors, rapidement, j'avais envie de vous parler de prompt engineering et autres. Juste, je vous montrer une chose que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure. Il y a certains d'entre vous qui ont dû pour un moment entendre parler de Agen. Ça, c'est un aspect en tout cas intéressant. Juste pour montrer sur le potentiel également qui va être important sur les aspects donc de traduction automatique. Agen. Attendez, hop. On peut baisser. Comment on peut baisser J'aime beaucoup l'idée d'avoir mes menus planifiés à l'avance, que les courses faites. Je suis désolé. Oui, c'est là le volume. Super, merci. Je pensais qu'il y avait une autre. Donc là, juste que je vous montre. Il a une vidéo, donc Agen, c'est un logiciel auquel vous avez accès facilement. Pareil, c'est comme tout dans cette révolution-là. Il fait une vidéo, d'accord, où il parle en anglais, d'accord. Il se filme du coup en anglais. Et Agen est un modèle qui va venir par-dessus, reprendre la vidéo et la traduire. Ce que vous allez voir, elle va traduire pas que les mots, elle va également traduire, elle va faire en sorte que ses lèvres, d'accord, et que sa prise de parole. Donc, sa vidéo est en anglais. Et là, hop, il se retrouve d'un coup. Donc on verra comment ça marche. Je suis obligé de parler au moins 30 secondes. Donc cette vidéo, il a tourné en anglais, d'accord ? Il n'a jamais parlé en français, il ne parle pas français. Et donc, hop, je peux... Je n'ai rien d'autre à dire. J'espère. Hop, et je tourne là maintenant en allemand. Und theoretisch sollte es die neue Sprache machen. Und dann auch meine Lippenbewegung übersetzen. Donc ça, vous imaginez bien, dans n'importe quel champ, forcément, je me traduis, bien sûr, et je peux parler n'importe quelle langue, me retrouver dans énormément de champs. Donc c'est aussi dans les perspectives aujourd'hui qui sont disponibles. Ce qui est important, c'est de comprendre que finalement, c'est disponible là maintenant, d'accord ? C'est pas demain, je projette pas les choses. Tout ça donc pour insister avant que j'arrive sur le prompt engineering. C'est vous dire qu'effectivement, et j'insiste sur ce point-là, on est qu'au tout début de la révolution, parce qu'il y a plein de choses qu'on continue à modéliser et autres. Et avant de passer sur ça, justement, j'avais envie de vous parler des enjeux et de problématiques. Donc, juste avant de parler un peu du prompt engineering, premier élément, le risque de l'animisme industriel.
Ça, c'est Fanny Paris, avec qui j'ai la chance de travailler, qui est la directrice de la recherche et de l'innovation chez nous, donc qui est anthropologue de formation, puisque nous, voilà, on a à cœur de placer les sciences sociales au cœur des développements technologiques. On a fait avec une philosophe qui maintenant nous a quittés, puisqu'elle a rejoint Hugging Face, donc la plateforme dont je vous ai parlé, donc qui a été la philosophe chez nous, qui est venue chez Hugging Face structurer maintenant la réflexion éthique chez Hugging Face. Donc Giada Pistilli était chez nous avant, et maintenant c'est Fanny Paris qui dirige notre laboratoire de recherche, et elle a beaucoup travaillé sur l'animisme industriel. L'animisme industriel, vous savez, l'animisme, c'est ce qu'on a, cette croyance qu'on avait, ou cette capacité qu'on a humainement à projeter le fait qu'il y ait des âmes dans les objets qui nous entourent. C'était très présent dans les sociétés anciennes. Et ben, on a un nouvel animisme qui apparaît avec l'ère technologique. Typiquement, Fanny a étudié l'apparition des premiers robots aspirateurs dans les familles. Et vous savez, il y a ce réflexe qu'on peut avoir de lui donner un petit nom, de le placer entre la plante et l'animal. Et elle me racontait, elle, que dans ses études, au tout début des années 2000, quand elle faisait des recherches, elle avait rencontré le cas d'enfants qui soulevaient des fois l'aspirateur pour savoir de quel sexe il était. Donc ça, c'est vraiment l'animisme industriel, c'est vraiment cette projection. Donc vous imaginez que ça arrivait déjà avec donc un outil qui avait très peu d'intelligence et qui avait un design assez simple. Plus sérieusement, très récemment, en 2017, vous retrouverez des articles dans le New York Times, dans Le Monde. Il y a un aspirateur automatique qui est tombé dans une fontaine, dans un supermarché aux États-Unis. Et les gens se sont posé la question de savoir si on n'avait pas assisté au premier suicide d'un robot qui voulait sortir du champ d'exploitation capitaliste de l'être humain. Et il y a eu des vraies réflexions sur le sujet. Je veux dire, il y a des vrais articles de gens qui se sont posés la question. Ça, c'est l'animisme industriel, d'accord ? La même année, en 2017, également, on a l'Arabie Saoudite qui a donné la nationalité à un robot qui, à la fin, était doté de très peu d'intelligence. Et plus récemment, voilà, Elon Musk et co, qui ont voulu nous raconter comment ces IA allaient nous surpasser, etc. Parce qu'ils ont une vision très mécaniste de l'être humain. Et parce qu'ils pensent effectivement que sinon on est des robots. Alors ça nous donne un rapport, c'est pour ça qu'ils développent Neuralink. Cette idée, c'est que lui, on est dans une course avec le robot. Ce que moi je pense qu'on doit porter comme philosophie, et le problème de la Silicon Valley, c'est qu'elle a beaucoup lu de science-fiction. Moi j'adore la science-fiction. Le problème, c'est qu'elle a lu que de la science-fiction. L'avantage de l'Europe, c'est qu'on a une culture de la philosophie, de la pensée, de la littérature, et ça doit être au cœur de nos approches, considérant justement, eh bien que non, ces machines, ce sont des outils statistiques. D'ailleurs, en anglais, c'est un peu plus clair parce que intelligence artificielle, artificial intelligence, l'intelligence en anglais, c'est au sens de l'information, d'accord ? L'intelligence économique, donc c'est au sens de l'information. Donc voilà, c'est des systèmes d'information, ce sont des systèmes qui traitent des grands volumes de données, qui ont des capacités à créer des choses incroyables, mais ça n'a rien à voir avec notre intelligence. Donc je pense qu'il est important d'avoir cette distinction-là et de sortir de ce risque-là. N'oublions pas que voilà, en 2016, Microsoft avait lancé son IA sur Twitter. Et elle apprenait de ses interactions avec les gens. Il y a un groupe d'extrême droite qui s'en est emparé, et en une journée, l'IA est devenue raciste, misogyne, et donc ils ont dû couper l'IA. Mais à la fin, l'IA, elle est ni raciste, non, elle est juste la somme des données qu'on y place. Donc, j'insiste cette dimension-là, ni pensant, ni sensible, ni opinion, en tout cas pour les systèmes d'aujourd'hui. Une IA n'est jamais que la somme des informations qui la nourrissent. C'est un point important parce que en réalité, rien ne nous dit qu'une intelligence peut émerger d'un ensemble de câbles et de silicone. On est beaucoup plus complexe. On parlait de l'efficience humaine. On tourne, c'est vrai, chaque jour, nous, avec l'équivalent de 20 watts. ChatGPT, qui est loin d'être notre intelligence, il lui a fallu une centrale nucléaire, d'accord, et 175 milliards de neurones. C'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours se rendre compte à quel point la nature a une efficience incroyable. Si je demandais à l'armée américaine de créer un drone capable de se poser sur un mur de manière précise, de s'envoler au moindre et de naviguer dans des espaces complexes, on n'est pas encore prêt de créer ces drones. Les mouches le font avec 3 neurones, d'accord, et avec très peu de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que c'est l'efficience, c'est l'exemple même de l'efficience. Donc c'est important de distinguer, je crois, ces choses-là, d'arrêter de les mettre en tout cas toutes sur le même plan. Derrière, j'aurais pu vous parler d'énormément de choses sur les aspects problématiques. On a des modélisations, nous, sur notre rapport à la machine. Voilà, ça va du robot social à l'assistant technologique, le coach personnalisé. Donc voilà, et comment on développe des systèmes d'interaction. Moi, j'insiste, quand vous utilisez les IA, s'il vous plaît, en tout cas d'IA génératif, ne mettez pas de formule de politesse. D'accord ? On n'utilise pas de formule de politesse pour 2 choses.
Ça, comme ça vous permet de vous rappeler que c'est pas des êtres humains en face. Et 2, ça pollue vos prompts, d'accord? Parce que vos s'il te plaît, vos merci, tout ça n'apporte rien à la commande que vous voulez opérer. Donc ça nous permet aussi d'être en rupture et de bien comprendre qu'on n'est pas face à des entités vivantes, on est face à des systèmes, voilà, informatiques, statistiques. Derrière, dans les problématiques, les grands enjeux globaux qu'on a, bien sûr la place de l'outil, les interactions machines, les impacts que tout ça va avoir sur l'imaginaire. On a parlé des dimensions de risque de rupture, il y a la question de l'électronisme. Je pense que bien utilisé, ça peut être un moyen de réduire l'électronisme. Encore va falloir-il le faire. S'il y a, et plutôt l'électricité, que l'invention d'un logiciel qui va pouvoir être concentré, je pense qu'il faut le diffuser également largement. On a des sujets là-dessus. Il y a forcément des sujets sur les dimensions écologiques. Fanny travaille actuellement sur la question des rapports de classe, parce qu'on a un sujet quand même, puisque pour la première fois, à cause du paradoxe de Moravec, ce sont les métiers intellectuels qui vont disparaître avec cette révolution, et c'est la première fois dans l'histoire où la classe dominante, dont je suis désolé de vous annoncer, dont vous faites partie au niveau mondial, a inventé un outil pour se disrupter elle-même. Quel rapport ça va avoir? Comment ça va influencer ces rapports-là? Il y a des enjeux également de réflexion sur ces sujets-là. On commence tout juste, nous, à réfléchir là-dessus. Et après, énormément de domaines. Au niveau d'une organisation, vous, en interne, il va y avoir cette question de savoir quelle collaboration humain-IA on veut. Il va y avoir la formation interne, et je crois que vous commencez là avec les échanges qu'on a. Les mécanismes de signalement. Ah ouais, parce que comment je signale que peut-être qu'un système d'IA déployé en interne peut-être n'opère pas de la bonne manière. La question de la transparence, quels sont les outils d'IA qu'on utilise, comment les données sont utilisées. La responsabilisation, on a parlé sur les aspects, c'est quoi de recherche, on s'était dit, ouais, il y a les analyses sur les aspects de radiologie, parce qu'en ce moment, c'est vrai, quand on fait les tests de détection effectivement de cancer, par exemple, sur des radios, les taux de découverte ou de détection sont plus élevés par la machine que par l'être humain. Mais la machine est quand même soumise à des biais, à des risques, et on parlait du cas, alors c'est pas moi qui l'avais, c'est une personne dans la salle, du fait que, je crois que pour le cancer du sein, les femmes asiatiques, c'est ça, étaient moins bien détectées que les hommes, parce qu'il n'y avait pas de données, dans les données d'entraînement, il manquait de données, donc les systèmes détectaient moins les cancers chez les femmes asiatiques. Donc il y a cette question de savoir, à un moment donné, est-ce que je mets la responsabilité sur la machine, et c'est à la fin la faute de la machine? Ou est-ce qu'à la fin, non, il faut bien la signature d'un être humain qui dit, non, j'ai utilisé la machine pour m'assister, mais la responsabilité, c'est moi. Cette notion de la responsabilisation, elle va aussi dire beaucoup de la manière dont on va déployer ces outils-là. Et avec tous les enjeux qui sont éthiques derrière. Je vais passer rapidement sur, en tout cas, les problématiques, mais vous les avez compris. On a des questions, et là, j'ai pas encore de réponse. Quels impacts sur le travail et le marché de l'emploi? On a un vrai sujet. Ça dit aussi quel pacte social on veut derrière ça. Sachez que d'ailleurs, Sam Altman d'ailleurs a proposé une nouvelle version du revenu universel, mais beaucoup plus poussée, avec une distribution des parts de ces sociétés-là. Alors à la fois c'est un format intéressant de réflexion, je trouve que la réflexion qu'il a eue est intéressante. Elle dit aussi autre chose. Elle dit bien que sa vision à lui est bien celle d'entités qui vont centraliser le pouvoir de l'IA, dont il faudrait ensuite redistribuer la valeur. Je pense qu'en réalité, on pourrait aussi opposer à ça une autre, justement, par l'open source d'IA qui, au contraire, se diffuse globalement et qui, en faisant en sorte que, justement, la valeur ne se concentre pas quelque part. Qui est responsable en cas de fraude ou d'erreur? Les sujets aussi sur la cybersécurité et, bien sûr, les enjeux technologiques. Encore une fois, je crois qu'il faut placer la question de l'impact écologique de l'IA, mais dans un cadre plus large qui est celui du numérique. Je crois qu'il faut qu'on ait un sujet là-dessus, parce que s'il y a une vague digitale, il y a une vague de l'IA, il y a une vague derrière beaucoup plus importante qui est celle de la vague écologique, et la question c'est comment on les articule. Et forcément, la question des droits d'auteur, c'est pas du tout clair cette question-là. Sachez que ça c'est une œuvre de Jason Allen, qui a remporté l'année dernière, je crois, le prix de la meilleure œuvre artistique humaine. Sauf qu'elle n'était pas du tout produite par un être humain, parce que c'est Midjourney qui a généré ça. Forcément, ça a mis un peu un coup à l'ego de l'homo sapiens, qui se considérait comme le seul capable d'œuvres artistiques. Sauf que quand on met dans des jurys, on propose à des jurys des œuvres artistiques sans leur dire de qui elles viennent, les jurys peuvent se retrouver à donner le prix à des œuvres générées par IA. Ça pose beaucoup de questions, bien entendu, également sur la notion de la créativité. Il y a tout un mouvement qui naît également sur la place de l'IA. Et donc, vous savez, comme il a émergé à l'ère industrielle, le fait main, peut-être qu'on aura demain aussi du fait sans IA.
Voilà, il y aura des films faits sans IA et il y aura voilà, des cours faits sans IA. Il y aura un peu ce côté-là. Bon, et après tout un champ aussi peut-être intermédiaire. Et je passe sur les aspects en tout cas questions juridiques et autres parce qu'on va du coup les vivre dans les mois qui vont arriver. Derrière, vous allez monter alors sur quelques éléments juste. Donc j'insiste sur le fait qu'on est vraiment qu'au début de la révolution. Ça c'est Midjourney il y a 1 an. C'est Midjourney, le même prompt il y a 1 an, cette année. D'accord ? Juste pour que vous voyez l'écart qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on en est un peu à ce niveau-là sur la vidéo, par exemple. Donc, vous imaginez bien le niveau d'accélération qu'on a. Tous les secteurs sont touchés. Vous avez vu cette campagne publicitaire Undies qui a été affichée un peu partout. Elle a été générée par IA. Donc, c'est-à-dire que même le métier de mannequin et de photographe est impacté à l'ère de l'IA. Donc, on a quand même un enjeu derrière tous ces éléments-là. Et derrière aussi également, donc sur la vague technologique qui est en train de commencer, on va avoir tout ce qui relève de l'automatisation des tâches, avec tout ce qu'on appelle donc le no-code. Cette capacité, bien entendu, à venir connecter des outils entre eux. Oui, parce que si d'un coup je vais avoir demain, parce que l'objectif c'est ça, c'est d'avoir demain mon assistant connecté à ma boîte mail, connecté à et qui est capable de m'assister dans mon quotidien, qui me connaît, qui est capable de m'alimenter. Probablement que si j'ai un assistant comme ça, je vais être prêt à payer parce que j'ai pas envie que cette IA-là utilise mes données ensuite pour me vendre de la pub ou me proposer des parcours de déplacement pour me soumettre à certains signaux ou autres. Je vais avoir besoin d'avoir la propriété là-dessus. Et donc, il y a tout un enjeu, mais l'enjeu de la connexion est quelque chose qui s'ouvre et notamment, ça arrive au même moment où il y a du no-code qui émerge. C'est-à-dire cette capacité à développer des connexions entre outils avec très peu de connaissances informatiques. Donc c'est vraiment une ère où finalement la génération de code, la génération informatique, la génération de logiciels devient accessible au grand public. Et on arrive là très prochainement d'ici la fin de l'année sur les IA multimodales. Là je vous ai montré des outils séparés, les outils textuels, les LLM, les outils également de génération d'images, de vidéos, de sons. Et en fait, les IA multimodales vont mélanger tout ça dans les mêmes interfaces. Donc je peux venir lui donner une note écrite, lui dire ok maintenant génère-moi à partir de ma note écrite un document synthèse, puis fais-moi une vidéo de représentation peut-être de ça. Peut-être que demain je ferai des conférences et j'aurais pas fait la conférence du tout. Le système aura utilisé potentiellement ce que j'aurais dit, il aura généré une conférence de moi, il l'aura publié. En tout cas tout ça c'est des choses possibles. L'utilité ou pas de ça va aussi nous poser la question, parce que je crois que penser à un numérique utile, un numérique frugal, va être également important à l'ère de l'IA, du coup également. Et je vous donne ce dernier élément-là comme réflexion avant qu'on passe sur le prompt engineering. Vous n'allez pas être remplacé par une IA, mais par contre vous pourrez être remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'IA. D'accord ? Et c'est ça ce qui est important à notre époque, parce que moi je ne crois pas du tout que l'IA va venir nous remplacer, parce que ce sont des assistants. Bien. Alors, je vais, dans les 30 minutes qui arrivent là, on va faire un peu de prompt engineering. Si vous le souhaitez, là, vous pouvez peut-être vous mettre par 2 ou 3, si ça, en tout cas, vous intéresse. Et vous pouvez, côte à côte, vous mettre soit sur poe.com, d'accord, soit sur ChatGPT, si certains ont déjà un compte gratuit, puisque on va essayer de venir faire du prompt engineering. C'est vraiment essayer de passer des commandes. Mon objectif, c'est que vraiment vous expérimentiez, du coup, ensemble, un peu les règles du prompt engineering. Donc, moi, je vous donne alors quelques éléments. Et je vais bien sûr faire qu'une introduction à ce moment-là. Hein. Mais le prompt engineering, c'est l'art de poser des questions à la machine. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que avec les réseaux de neurones, a émergé finalement un peu une sorte de nouvelle magie. Pourquoi ? Parce que les réseaux de neurones, par le système boîte noire dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a inséré plein de données, elles font des calculs dans tous les paramètres. Mais ensuite, pour comprendre les réseaux de neurones, il faut quasiment un réseau de neurones qui analyse le réseau de neurones, d'accord ? Donc ça devient très compliqué en termes de calcul. Donc il se passe des choses ensuite dans la machine qu'on a beaucoup de mal à expliquer. Et c'est ce qui a produit la création de ce qu'on appelle le prompt engineering. C'est l'art de poser des questions à la machine. En gros, pourquoi ? Parce que personne n'a été capable en amont. C'est-à-dire, comme on n'a pas donné de règles de fonctionnement à la machine, on n'a pas été capable en amont de savoir comment il fallait interroger la machine. On a pu découvrir qu'ensuite, comment il fallait poser des questions. Et en gros, il y a des papiers de recherche aujourd'hui de gens qui posent des questions au modèle et qui essayent d'analyser et de comprendre quelles sont les bonnes formulations à utiliser
pour obtenir des bons résultats via la machine. Et c'est ce que je vais essayer là rapidement de vous partager. On pourrait déployer des choses de plus précises. Donc je vous laisse bien sûr vous connecter. Donc, parallèle des choses, n'hésitez pas bien sûr à échanger entre vous. Imaginez bien entendu des cas d'usage comme vous le souhaitez. Donc soit vous vous mettez sur donc OpenAI, soit vous vous mettez sur poe.com. Moi j'apprécie l'interface poe.com. Ça nécessite cependant de créer un compte. D'accord ? Donc j'insiste là-dessus. Et normalement sur poe.com, quand vous avez créé votre compte, vous avez accès à un certain nombre de requêtes gratuitement. Sachez que vous avez que, je crois, 3 ou 4 requêtes sur ChatGPT 4. Et après, il faudra passer sur GPT 3.5. Et pareil sur Claude. Je crois que Claude 1 est gratuit et Claude 2, la nouvelle version, est du coup payante. Donc, je vous laisse en tout cas vous connecter. Et en parallèle, voilà, expérimenter des requêtes. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment d'expérimenter des choses. Ce que je racontais là tout à l'heure à la pause, c'est que j'ai récemment écrit un ouvrage qui va sortir fin octobre aux éditions de Box Supérieure, donc qui s'appelle le guide de l'IA générative, qu'on a écrit avec Fanny Paris. Et forcément, le guide de l'IA générative, il fallait qu'il soit en partie écrit par l'IA générative. Et donc une grande partie de cet ouvrage est écrit par l'IA. Et cette expérience d'écriture, du coup, je l'ai partagée plusieurs fois. Je me suis aperçu qu'en réalité, j'ai eu des journées d'écriture où j'interagissais avec la machine. Mais à la fin de la journée, j'étais fatigué, parce que la machine, je lui posais un prompt, parce que je voyais qu'elle écrivait pas ce que je voulais, ou alors elle me donnait des sources qui me valaient pas. J'allais chercher de nouvelles sources, je lui demandais de les synthétiser, puis d'un coup, elle m'apportait d'autres éléments. Où je me dis, tiens, il faut que j'aille me renseigner sur telle ou telle autre chose, parce que j'avais besoin de comprendre ce qu'elle me disait. Et donc, il y avait beaucoup d'interactions. Et donc, on est vraiment dans un art de l'interaction. Je crois qu'il faut vraiment rompre, et j'espère que ce matin, c'est un élément que je veux que vous ayez en tête. On n'est pas dans une ère où d'un coup, il suffit juste de dire une chose à la machine et ça marche. En réalité, tout à l'heure, je vous ai enchaîné plein de prompts. La réalité, c'est que je passe ma vie à faire cette conférence devant plein de gens. Donc, les prompts que je tape, je les connais parfaitement et je sais lesquels fonctionnent et lesquels fonctionnent pas. Donc, ça prend du temps, finalement, de venir rédiger les choses. Donc, quand vous êtes, en tout cas, sur votre interface, donc, l'invite de commande, on est d'accord? Je repasse ici. Vous pouvez venir, ici, donc, sur l'interface. Donc, soit sur ChatGPT, d'accord? Donc, quand vous êtes ici dans votre conversation. Donc, tout ce que vous allez mettre dans votre conversation va du coup être traité. Sachez que quand vous êtes sur GPT-4, vous pouvez insérer des pièces jointes. Moi, ce que j'aime justement chez Poe, c'est que même dans la version gratuite, vous pouvez insérer justement des pièces jointes assez facilement. Ici, de la même manière, vous pouvez générer du coup des conversations, choisir du coup votre modèle. Donc, quand je suis là, je suis dans l'interface d'invite de commande et je peux venir générer du coup un prompt. Vous pouvez utiliser en format classique comme vous le faites. Vous pourriez chercher, si vous le souhaitez, certains d'entre vous, si vous avez envie d'aller chercher un document pour venir le synthétiser. Alors, si vous utilisez la version gratuite, le format est un peu réduit, donc allez chercher un document PDF en ligne et vous pouvez l'insérer pour lui demander de venir, en tout cas, synthétiser les choses. Et ensuite, vraiment travailler comme je vous l'ai indiqué, en venant construire vos prompts, d'accord, dans la format de base. Donc, encore une fois, le RCF, ok, rôle, compétences, format. Voilà, je lui dis, OK, écrit comme un expert de l'IA générative. Alors, c'est pas anodin, si je lui dis l'IA générative, c'est pas l'IA au sens large, donc il n'utilisera pas les mêmes compétences. OK, et là, je lui dis, OK, donc je dois expliquer les 5 principes clés de cette technologie à des néophytes. OK. Écrit, voilà, ces 5 principes de manière claire et pédagogique. Donc, premier élément, d'accord, donc le RCF, c'est un des formats. Ça, c'est un des premiers éléments. On utilise des phrases simples, d'accord, dans vos prompts, on utilise des phrases simples, des phrases directes, j'évite les phrases alambiquées. Plus je suis direct dans mon langage, plus je suis simple dans mon langage, puis ensuite, le prompt sera efficace. Donc, une fois, du coup, que je lui ai dit, alors, je sais pas quel modèle il était. Alors, là, je suis sur un modèle, c'est un autre modèle intermédiaire. Bon. Hop. Donc, voilà. Et donc, il m'a donné les principes selon lui. L'apprentissage à partir de données, génération de contenu original, l'exploration de l'inconnu, l'interaction avec l'utilisateur, l'éthique et responsabilité. D'accord? Donc, il m'a donné, selon lui, quels étaient les 5 principes clés à l'intérieur. Donc, encore une fois, dans ce format-là. Je reviens sur la présentation juste pour vous donner quelques autres éléments dans vos prompts que vous pouvez là tester en direct. Alors, la recherche en testant sur les prompts, on a découvert plusieurs choses qui améliorent du coup l'utilisation. Donc,
bon, sur les prompts, l'objectif, d'accord, de l'utilisation, donc c'est pas un moteur de recherche. Le but, c'est quoi? On va chercher à expliquer un concept, trouver des idées, structurer un plan, corriger un texte. Ça, très important. Quand par exemple, je viens ici, ça c'est, je l'ai, alors, on en parlait là, parce qu'en ce moment, bien sûr, il y a eu, je vois bien les enseignants, et surtout dans l'univers collège, lycée, BTS, là, il y a une première inquiétude. D'un coup, ils se sont aperçus que leurs étudiants pouvaient utiliser GPT pour rédiger leurs copies. Puis après, il y a deuxième vague, quand ils découvrent qu'eux, ils peuvent utiliser GPT pour corriger les copies. Voilà, ça vient aider. Mais typiquement, par exemple, tout à l'heure, c'est un point important, ça, c'est un mode d'utilisation aussi important. Quand je viens ici, donc j'ai téléchargé ma présentation, vous savez, d'ailleurs qui était un peu froide d'ailleurs, quelqu'un m'a fait la remarque à juste titre. C'était voilà ma formation sur la théorie de la relativité, du coup générale. Alors sachez que c'est pas facile au début de le faire. Alors nous on l'a fait parce qu'avec Desnoël, on est en train d'écrire un ouvrage sur l'IA littéraire. Et à un moment donné dans la conversation, Desnoël a un débat avec deux autres auteurs. Et après j'ai donné le débat à la machine et j'ai dit à la machine d'analyser leur débat et de faire une analyse critique de la machine. C'est pas ça parce que d'un coup la machine vient vous faire un commentaire sur ce que vous avez écrit. Donc vous avez envie de la remettre à sa place. Et à ce moment-là, vous n'oubliez pas que c'est pas un être humain, c'est pas un être vivant, c'est juste une machine. Et donc là, vous voyez ma présentation. Donc je peux tout à fait venir ici, lui dire OK, écrit. Donc là cette fois-ci, je lui dis écrit comme un expert de la pédagogie. Voici le support d'un cours sur la théorie de la relativité générale. Et là, je lui dis, OK, écris une analyse critique de cette présentation. Je lui dis, donne-moi les points positifs, les points négatifs et les axes d'amélioration. Vous imaginez bien, pour vos mémoires, pour tout ça, etc., vous pouvez vous assister. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà les yeux qui brillent. Et bien sûr, ça va venir vous aider. Hop, je mets transférer. Alors, j'aurais pu aussi lui dire, sachez que dans le prompt, je l'ai utilisé récemment pour accompagner des entrepreneurs qui voulaient améliorer leur business plan. Ensuite, vous pouvez même lui dire, donne-moi des conseils slide par slide pour venir me dire qu'est-ce que je dois modifier slide par slide, d'accord? Et après, quand vous avez un peu la flemme, vous utilisez ce qu'il vous a dit, vous allez sur Gamma et vous demandez à Gamma d'utiliser ce qu'il a dit, d'accord? Vous pouvez bien entendu utiliser. Donc là, vous voyez, donc l'IA me dit que sur ma présentation, la structure est claire et logique, il y a une mise en contexte, liaison entre les concepts, conclusion et révision, c'est bien. Le point négatif, ça manque d'interactivité, les prérequis sont non mentionnés, ça manque d'évaluation formative, voilà. Et donc, axe d'amélioration, inclure plus d'éléments interactifs, inclure des évaluations formatives, préciser les prérequis, voilà. Donc, il vient, d'accord, vous donner les éléments. C'est aussi un moyen pour gagner du temps. Sachez aussi que vous pouvez l'utiliser entre, du coup, IA, ça c'est petite astuce. Je peux utiliser tout à fait GPT-4. D'un coup, j'ai envie de générer un prompt pour Midjourney, pour générer une image par rapport à un sujet. Je peux demander à GPT-4 de rédiger mon prompt pour Midjourney, d'accord? Si, pour peu que le modèle connaisse, donc Midjourney, le modèle existait au moment de l'entraînement de GPT, donc c'est bon. Mais voilà, ayez en tout cas toujours cette attention. Donc, voilà en tout cas une manière de faire. Donc, vous avez compris ce mode RCF, rôle, compétence, contexte, format. Derrière, donc les objectifs. Donc, je continue, donc corriger des textes ou autres. Alors, vous imaginez, bien sûr, quand je dois corriger des copies, si j'insère tous les copies, non seulement il y a une capacité incroyable, c'est que je peux demander à la machine de corriger tous les copies. Puis après, je peux demander à la machine de me faire un plan personnalisé de progression pour chaque étudiant au regard des erreurs de la copie. Okay. Ça, forcément, en 5 minutes, c'est généré. Et ensuite, en tant qu'enseignant, j'ai juste à interagir avec les étudiants pour venir leur transmettre. Tant mieux, parce qu'on est à l'ère de l'IA. Et mon travail, il est moins de générer du texte que d'être dans l'interaction humaine. C'est en tout cas, à mon avis, là où se trouve la valeur humaine. Donc, simplifier un texte, résumer un texte. Alors, sachez-le, moi-même, je suis auteur, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages avant l'ère de l'IA. Bien sûr, pendant longtemps, j'aurais voulu, et d'ailleurs, c'est ce qui nous a donné un sujet d'écriture, mais je dois le reconnaître. Sincèrement, à chaque fois que je demande à l'IA de corriger mes textes pour améliorer l'écriture, elle fait mieux que moi. Elle écrit mieux que moi, c'est certain. Si vous savez utiliser les bons prompts, elle améliorera, bien entendu, vos textes. Je vous passe le détail pour ceux et ceux qui doivent communiquer sur les réseaux sociaux. Pareil, quand je dois générer, je génère mes idées que j'ai envie de mettre dans un post LinkedIn.
Et ensuite, je dis à l'IA de me générer mon post LinkedIn, optimisé pour LinkedIn, avec les bons émoticônes, les bons caractères, les bons hashtags, etc. Et ça pour tous les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs généré un plan de communication pour BPI France, parce qu'on a tourné un documentaire à Grenoble pour expliquer pourquoi Grenoble était un territoire qui était particulièrement innovant. On a rencontré un certain nombre d'acteurs. Et dans le plan, il fallait à un moment donné rédiger le plan de communication pour le documentaire. Donc il fallait pour les 10 vidéos, imaginer les 10 textes de présentation pour le site web, les 10 textes pour LinkedIn, pour Twitter, donc tout optimisé avec le bon nombre de caractères, etc. Vous imaginez le temps que ça m'aurait pris de le faire. Forcément, j'ai demandé à l'IA de générer le plan. Je suis allé me faire un café. Donc je lui ai donné bien sûr toute la note complète. Donc pour vous dire, ma conversation est là parce que ça c'est un point important. Gardez vos conversations avec l'IA en parallèle parce que du coup le contexte existe. Typiquement, là j'étais sur ChatGPT. Alors je sais pas si je l'ai là. Je dois la voir ici. Voilà, c'est ici mon web documentaire. Alors après j'ai retravaillé. Donc là j'ai tout mon plan de com complet dessus. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, très concrètement, je lui ai donné ma note complète, quoi. Je lui ai dit, voilà, en gros, voilà la note du documentaire que je dois faire. Je lui ai donné toute la note, voilà les vidéos. Et je lui ai dit, génère-moi le plan de communication. Il m'a déterminé les axes, etc. Et ensuite, il a défini les posts pour chaque élément avec des hashtags, etc. Et forcément, la BPI France a, au bout d'un temps, modifié complètement le plan. Ils m'ont modifié le nombre de vidéos et les titres, et ils ont modifié les hashtags et même le titre de documentaire. Donc je vous raconte pas le temps que ça m'aurait fallu de nouveau, sauf que là, j'ai juste été le revoir. J'ai même pas besoin de redonner le contexte. Je lui ai dit, ok, maintenant le titre a changé, l'articulation des vidéos également. Réécris-moi le plan. Et vous savez, lui, il se fatigue jamais. Vous savez, si vous allez voir un collègue, vous dites ça, il faut refaire le plan de com. Finalement, c'est un peu chiant. Lui, jamais. Donc c'est aussi un avantage. Il réagit toujours. Et vous voyez, quand je parle comme si c'était un être humain. C'est toujours le risque, c'est notre risque en tout cas continue. Bon, je continue. Une fois qu'on est au clair sur les cas d'usage, juste pour continuer à améliorer du coup les prompts que vous pouvez du coup expérimenter là devant vous, il y a un élément, le premier élément qu'on a découvert, c'est est-ce qu'il est précisé ici? Non, il n'est pas précisé là. Il est précisé peut-être après là, non? Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est le réfléchi étape par étape. Alors ça, on a découvert qu'effectivement, l'IA, quand vous lui dites, ok, réfléchis étape par étape, juste cette instruction-là, d'un coup, elle va commencer à préalablement construire son plan de réflexion avant de venir le déployer. Probablement que comme elle fonctionne de manière statistique, quand on lui donne l'instruction de manière générale, à un moment donné, elle va générer du texte et le texte suivant qu'elle génère, c'est toujours en probabilité du texte qui précède. Et à un moment donné, elle peut perdre le fil, d'où la dimension forte hallucination. Alors j'insiste sur le terme donc hallucination. C'est le terme technique qu'on utilise pour ces IA-là, c'est-à-dire que quand elles inventent des informations, c'est leur rôle, elles hallucinent, d'accord? Mais souvent les gens pensaient que c'était un défaut de la machine. Non, l'hallucination c'est son rôle. Son objectif c'est d'inventer des choses qui n'existent pas. Donc c'est son rôle, c'est d'halluciner. Le problème, c'est qu'on hallucine trop et qu'elle invente des choses qui existent complètement pas. Donc le réfléchi étape par étape est en tout cas une des techniques. C'est des ingénieurs de chez Google, il me semble, en lien avec Stanford, qui ont découvert que quand je lui donne cet élément-là, elle va s'améliorer. Et d'ailleurs, moi-même, je peux venir ensuite même construire la logique. Je lui dis, ok, fonctionne étape par étape. Et d'ailleurs, il faudra que tu passes par là et par là. D'accord? Donc, cette dimension-là va améliorer la structuration de votre prompt. Si vous avez déjà ça, entre donc le RTF et le CTF, alors la seule différence, c'est que dans l'un, je donne donc le rôle tâche format et dans l'autre, je donne le contexte tâche format. Il y a donc le réfléchi étape par étape. Si vous maîtrisez ces trois-là, déjà, on va être plutôt très bon, en tout cas, dans votre utilisation, en tout cas, de l'IA. Je vous donne deux autres derniers éléments dans la possibilité que vous avez d'utiliser donc les IA sur les derniers papiers qu'on a. J'ai pas eu le temps encore, moi, de les synthétiser. On a le premier élément, souvent, donc quand on arrivait face à la machine, vous savez, c'est comme moi, je suis arrivé et je lui dis, par exemple, tout à l'heure, dans ma formulation, par exemple, pour créer mon web documentaire ou le plan de communication sur mon web documentaire, j'ai préalablement décidé quelles étaient les informations que j'allais lui donner. Parce que j'ai estimé que je savais ce qu'il fallait lui donner et du coup, je lui ai donné les éléments. On a découvert que si vous disiez à la machine, j'ai besoin d'écrire un web documentaire pour la BPI concernant une série de vidéos que j'ai créées. Rédige les 10 questions
d'informations, les 10 questions que tu te poses ou pour lesquelles tu as besoin d'avoir des réponses avant de me proposer un plan de communication. Et en fait, vous laissez l'IA générer en fait les questions pertinentes selon elle. Et en fait, il s'avère qu'elle est bien plus pertinente que nous pour identifier. Et donc, elle va venir vous générer les 10 questions qu'elle a besoin. Vous répondez aux 10 questions et ensuite, elle va venir générer. Et elle optimisera la création par rapport à ça. Donc, vous laissez finalement, plutôt que d'avoir toujours cette présomption de savoir que finalement, c'est ça aussi, c'est un travail d'humilité, de se dire, moi, je sais quelle est l'information dont elle a besoin. Je peux aussi lui dire, OK, dis-moi quelles sont les informations dont tu as besoin. Je vais les donner. Et ensuite, à partir de ça, tu vas générer le plan. Ça, c'est le premier élément. Et il y a un autre élément. Alors, je vous le donne l'élément écrit, c'est le réfléchi étape par étape. Ça s'appelle le Chain of Thought. Donc, c'est COT. Et il existe maintenant une nouvelle méthode qui s'appelle le Chain of Density. C'est quand je fais un résumé. Tout à l'heure, j'ai fait mon résumé, par exemple, là, sur Poe, sur la théorie de la relativité. Quand je lui pose mes questions ici, je lui dis, dis-moi c'est quoi les 10 éléments clés qu'il y a dedans. Le Chain of Density vient ensuite rajouter un prompt, c'est lui dire, OK, maintenant, réidentifie dans le document quelles sont potentiellement les idées essentielles que tu n'as pas inclus dans le résumé que tu m'as donné, et réécris le résumé en incluant ces idées-là, et en gardant la même longueur. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Donc, il a présélectionné d'abord 10 idées. Lui, vous le challengez, il dit, va chercher de nouvelles idées que tu n'as pas mis encore. Il va venir chercher de nouvelles idées intérieures, mais vous lui imposez de garder la même longueur de texte. Donc, il va venir densifier le résumé. Et en fait, il s'avère que quand on le fait plusieurs fois, eh bien, en fait, la machine est capable de venir vraiment vous densifier la connaissance qu'il y a dans un document en étant sûr de passer à côté d'aucune d'entre elles avec l'ensemble des éléments. Ça s'appelle le code, COD, donc le Chain of Density. Voilà pour cette dimension-là. Est-ce que certains d'entre vous ont pu expérimenter des choses? Vous avez en parallèle? En tout cas, je vous laisse, si vous avez des éléments là-dessus. On arrive à 10 minutes de la pause déjeuner. Parce que nous, quand même, c'est vrai que je me rends compte que quand je parle avec l'IA, elle a moins besoin de pause que nous, quand même. Derrière, sur les éléments... Sur après donc les autres techniques, donc tout ce qu'on a, donc réfléchir comme à la manière de, etc. Ça vous allez activer les phénomènes de concentration. Donc la partie notamment transformer, donner des 10 étapes, réécrire les textes, donner plus de détails ou autres. Et aussi sur les aspects pédagogiques, pensez toujours à expliquer dans votre format, dans le RCF là ou le TCF, c'est de dire quel est le destinateur de votre production. Parce que forcément, si jamais vous lui dites, explique-moi, parce que là, d'un coup, je lui dis, je lui ai demandé de m'écrire de manière pédagogique les 10 idées là tout à l'heure. Donc je reprends mon élément, donc je lui dis quoi? Écris comme un expert de la théorie de la relativité. Et après, je lui dis, OK, écris comme un expert de la pédagogie en sciences, donc réécris ces 10 idées de manière pédagogique pour le grand public en utilisant une métaphore. Là, si maintenant je viens et je change, je lui dis, OK, écris comme un expert de la pédagogie en sciences, réécris ces 10 idées de manière pédagogique pour des enfants, d'accord, pour des enfants de 7 ans. Inévitablement, il ne va pas utiliser les mêmes termes, les mêmes textes, etc. À l'intérieur. J'insiste parce que la dernière fois quand j'étais venu, on avait eu cet échange à un moment donné. Pour ceux qui aiment bien créer par exemple des séquences pédagogiques, des escape games, des déroulés, etc. Sachez qu'il est très fort pour vous proposer des choses également. Donc vous pouvez vraiment proposer des choses pour vraiment construire les choses. Donc vous voyez là, il s'adapte à un langage pour des enfants de 7 ans. Et il dit le magicien de la gravité. Il y a un magicien qui peut rendre la gravité invisible dans son chapeau. C'est comme si on flottait dans l'espace, d'accord? Et hop, il est capable de venir adapter les choses. Et donc là, une fois qu'il a fait les 10, si jamais je lui dis, OK, maintenant, invente le déroulé d'un escape game. D'un escape game pour des enfants de 7 ans, leur permettant de comprendre la théorie de la relativité. Alors bien sûr, là je suis toujours dans ma conversation, donc ce qu'il a utilisé, il réutilise tout le contexte que je lui ai donné avant. Hop, de la même manière, il va venir à l'intérieur
développer du coup des éléments. C'est un point important puisque on est quand même dans un temple de l'enseignement et je crois qu'en réalité on a besoin, et vous le savez tous ici, de rendre parfois un peu plus digeste les choses, de rendre nos savoirs en tout cas plus accessibles. Et oui, la machine est excellente et est un excellent assistant en tout cas pour le faire. Et donc là sur la voilà, il est en train de créer l'escape game. Donc, énigme 1, les enfants doivent trouver un objet caché, indice, dans le chapeau du magicien, la gravité disparaît. Ils trouvent le chapeau et l'objet à l'intérieur, voilà, la couverture déformée. Les enfants voient une maquette avec une couverture tendue et des objets dessus. Ils doivent placer les objets au bon endroit pour déformer la couverture, voilà. Donc, vous voyez, il a construit en tout cas une pédagogie complète pour venir, et ça, on est capable de le faire sur n'importe quel domaine. Bien, et écoutez, sur les gros éléments que je voulais vous transmettre cet après-midi, on va être surtout dans l'expérimentation. En début d'après-midi, on va construire une fable cet après-midi, comme ça on va avoir un peu de poésie dans ce monde de brut et vous allez voir que la machine peut être aussi poète. Derrière, je passe sur ces éléments-là, on pourra repasser sur pas mal d'éléments. Sachez juste que le prompt engineering, cet après-midi, on fera aussi des tests avec des images. Le prompt engineering sur les images, d'ailleurs, c'est pas tout à fait les mêmes méthodologies. Retenez juste que quand vous êtes face à des outils pour l'instant de génération d'images ou de vidéos, formuler des prompts simples, courts, d'accord ? C'est le premier, en tout cas, élément le plus important. Bien, et bien écoutez, avant qu'on passe au déjeuner, je propose qu'on garde les dernières minutes qu'on a pour, du coup, des questions. Et en parallèle, je vais dire, eh bien, à ChatGPT de remercier la salle. Voilà, remercie une salle de conférence qui a écouté, donc, un conférencier sur voilà, l'IA générative, écrit avec un peu d'humour. Voilà, pour les remercier pour leur attention. Et je le laisse lui écrire. Et en attendant, eh bien, je vous laisse me dire si vous avez des questions. Notamment, Benoît a écrit récemment sur c'était quoi le terme industriel? C'était le kitsch industriel. Parce qu'il s'est dit que le risque d'écrire dans le style de Victor Hugo plein de choses, c'était un peu problématique. Et donc, du coup, il a fait rédiger à la machine la biographie de Benzema dans le style de Baudelaire. Et c'est vrai que ça donne des choses assez particulières, mais l'époque, du coup, le permet. Ok. Est-ce que vous avez, de nouveau, des questions, des interrogations, des choses cet après-midi? On va vraiment, alors, juste pour cet après-midi, on va expérimenter, on va essayer de jouer un peu avec des IA. Cette fois-ci, je vous ai donné un challenge pour écrire des textes et des images. On va essayer de coordonner un petit peu tout ça. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'après-midi, cette fois-ci, on sera vraiment en réflexion cas d'usage. Le but, c'est vraiment que vous nous disiez, tiens, ok, vous, où est-ce que vous voyez ça se déployer? Comment? Pourquoi? Les risques? Peut-être vos idées, vos suggestions, vos interrogations, pour commencer à initier la diffusion, en tout cas, de ces réflexions-là, plus largement dans le bio. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sur GPT-4, toute sa donnée n'est à jour que de 2021. Alors, on ne sera jamais vraiment dans la donnée instantanée, en tout cas à date, avec les capacités calculatoires qu'on a, pour une simple raison, c'est que c'est très lourd à calculer. Ces modèles-là sont très lourds. Donc, potentiellement, il y a des rumeurs sur GPT-5 qui pourraient sortir d'ici la fin de l'année. Mais en gros, il n'y a pas, ces IA-là ne seront jamais à jour de leurs connaissances. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on va les utiliser. On va les utiliser pour leur capacité de synthèse, d'exploration, de rédaction de texte ou autre. Par contre, c'est comment ensuite on va les associer à des bases documentaires. Donc, ce qu'on appelle la vectorisation de bases de connaissances. Alors, je vous montre juste un truc là-dessus, j'avais pas pris. Du coup, alors je vous montre juste une chose. Alors nous, bien sûr, on se concentre pas de parler de ces IA-là. La particularité qu'on a eue chez nous, c'est de vraiment venir les utiliser. Alors, est-ce que je suis sur le bon? Ouais, hop. Alors, tac. Et typiquement là, ah bah mince, ça va être con. J'ai bien sûr qu'un seul mot de passe à me souvenir et je me plante dessus. Non, c'est bon. Donc là, donc là, c'est un des outils que nous on a déployé. C'est pour vous montrer. C'est juste un exemple.
Là, typiquement, on a fait ce qu'on appelle de la vectorisation de base de connaissances. D'accord ? C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est OpenAI qui est derrière, c'est GPT-4. D'accord ? Mon équipe a utilisé GPT-4. Et là, prochainement, on va utiliser Bloom. Parce que, comme on travaille, nous, avec le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale, etc., ils veulent ce type d'outil-là, mais du coup, pas sur une technologie OpenAI, ce qui est assez logique, pour plein de raisons. Ce que j'ai fait là, c'est que on est dans cet outil-là. J'ai inséré dedans les documents du GIEC. Et j'y ai placé également la documentation du ministère de la Transition écologique sur différents sujets. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je vais utiliser donc c'est la puissance de ChatGPT, mais calée sur une base documentaire que je maîtrise. Et donc, en gros, si je lui dis, OK, quelles sont les aides pour installer des panneaux solaires sur ma maison, la réponse qu'il va générer, là, il va pas chercher des connaissances qu'il a, il va être à jour au sens des connaissances que je lui ai données. Parce qu'en gros, il y a ce qu'on appelle une vectorisation de base de connaissances, c'est-à-dire que lui, en parallèle, d'abord, il fait une sorte de recherche documentaire. Alors, en fait, c'est une recherche de vecteurs, donc dans sa base documentaire. Et au regard de ça, ensuite, il récupère les éléments et il utilise la puissance de ChatGPT pour ensuite formuler sa réponse. Donc là, vous voyez, il vient de dire, il existe plusieurs types d'aides financières. Donc voilà. Et donc, il vient derrière. Et donc ça, c'est le vrai gros vecteur. En vrai, utiliser ChatGPT va être de toute façon limité à un moment donné. Par contre, en interne, si vous êtes capable de déployer un outil pour les étudiants qui peuvent demander interagir avec une base documentaire que vous contrôlez sur vos matières, c'est plus tout à fait la même chose. Dans l'enseignement secondaire, on a cette perspective demain de faire en sorte que des parents puissent s'interroger. D'un coup, j'ai un cours sur la biologie. Mon père, à l'époque, il n'avait pas été suffisamment loin en biologie pour m'aider. Mais je pense que s'il y avait eu une IA générative pour laquelle il pouvait interagir pour venir un peu m'aider ensuite peut-être sur l'apprentissage de certains concepts, ça aurait été intéressant. Et typiquement, ce type d'outil va permettre ça, avec la puissance qu'il y a derrière. Parce que bien entendu, si je lui dis ça, maintenant je lui dis, OK, existe-t-il des aides spécifiques pour la Bretagne ? Alors, je ne sais pas s'il y a des éléments, mais hop, je lui demande... il ne manquerait plus qu'ils me disent qu'il n'y a pas d'aide puisqu'on ne peut pas installer de panneaux solaires dans un pays où il pleut. Mais voilà, donc du coup, il va chercher en tout cas des éléments. Ah voilà, je suis désolé, j'ai eu peur là. Non, je n'ai pas trouvé d'informations précises sur les aides. Et donc, vous voyez, là, il se limite, il ne va pas venir halluciner. Il vient, et après, si jamais je lui dis, OK, maintenant, écris une note de synthèse à destination du président Pascal Olivard. Hop, c'est avec un D, Olivard ? Sandé. C'est Sandé et Olivard. Un D, un K, un D. En anglais. Parce que Pascal lit plutôt l'anglais. Et du coup, de la même manière, hop, aussi une note de synthèse pour président Pascal Olivard en anglais. Voilà, dire président Olivard. Et donc je vais pouvoir forcément rédiger mes notes de synthèse, mes documents. De toute façon, vous avez une assistance. Donc, on est vraiment sur cette ère, vraiment, comme je vous dis, qu'on va pouvoir doter chacun d'un assistant ou de plusieurs assistants dans son quotidien. On est vraiment à ce stade-là. Et donc, la mise à jour de connaissances va plutôt se faire par ces mécaniques-là, où d'un coup, on a des outils qui sont puissants, là, dans la génération de texte, mais génération d'images ou autre, et on va leur adosser une vectorisation de base de connaissances. Donc, ça veut dire qu'on a organisé la base pour qu'elle soit facilement explorable, et ensuite, on va coupler les deux pour générer, du coup, de nouveaux éléments. Oui. On a le temps pour une dernière question. Oui, allez-y. Et justement, je me demande, tu disais que c'était un assistant qui avait besoin de l'expertise d'une personne. Quel degré de confiance on peut donner justement à une production de ce type-là ? Est-ce que du coup... Alors là, ici, vous l'avez pas, parce que là, mon équipe est en train de finaliser. Nous, on a corrigé cette problématique qui est que normalement, à côté du bouton copier là, vous allez avoir un bouton par exemple source. Nous, on pense que le bot, quand il vous dit « Ah voilà, j'ai rédigé cette réponse », ok, mais sur quel document tu t'es appuyé pour rédiger ça ? Je veux que la machine soit capable de me citer ses sources. Et donc, je pense qu'on doit aller vers ça. On a parlé de la recherche documentaire dans l'univers de la recherche. Forcément, là, il y a ce travail qui était immense avant. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, je peux faire une recherche de papier scientifique, une bibliographie complète, en très peu de temps. Et la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, mais un chercheur peut pas se contenter de dire, tiens, la machine me fait ma bibliographie. Par contre, ça peut être un outil exploratoire. Très vite, il peut m'aider à faire le tri. Avec tous les risques qu'on a, on s'est dit, peut-être de biais, est-ce qu'il va pas biaiser la recherche ou pas? Donc, il y a une manière d'interagir. Mais ouais, il va venir à l'intérieur de ça. Et donc, sur ce sujet-là de l'hallucination, c'est vraiment d'être capable de dire,
cite-moi tes sources, parce qu'effectivement, est-ce qu'à un moment donné, il va pas, si jamais il a confondu une négation avec un autre truc, c'est peut-être pas le même sens de phrase tout à fait. Et donc, je veux pouvoir aller vérifier la chose. Et donc, on a besoin de cet aller-retour-là. Donc, encore une fois, avec cette idée de se dire, c'est impossible qu'on ait un outil sur lequel on aurait une confiance aveugle. Il faut pas d'ailleurs. Sinon, c'est la fin de notre place. Ouais. Il y avait une autre question. Je sais pas trop comment la formuler, mais j'entendais parler de la monétisation dès à présent de ces outils-là. Là, tu parles on va tous avoir des assistants à portée de main, mais si c'est monétisé, on peut imaginer qu'il y a une fracture qui se mette en place, là, dont on parlait tout à l'heure vaguement. Et en fait, est-ce qu'on s'est pas habitué aussi à la gratuité d'Internet et de tous les outils qu'on a? Et du coup, cette question-là, comment est-ce qu'on la pose aujourd'hui, quoi? Ouais, c'est une super question et j'aurais aimé avoir une super réponse. J'ai pas de super réponse. Par contre, en tout cas, tu soulignes un point qui est hyper important. C'est qu'il va y avoir en tout cas, il y a un sujet. Premier élément, encore plus qu'à tout le reste, c'est sûr que dans cette époque-là, oui, on peut pas accepter de rentrer dans une ère du gratuit, là. Parce que si c'est gratuit, vous le savez, c'est que c'est vous le produit. Donc, il faut absolument qu'on rentre dans un temps où, oui, il va falloir probablement payer derrière ça. L'autre élément, c'est de se dire que, et c'est pour ça que moi je suis un porteur notamment de l'open source, d'accord? C'est pour ça que là, j'utilise OpenAI parce que mon POC, ça a été très vite, mais très vite, je veux déployer le même modèle sur Bloom. Bloom, alors en gros, là, j'ai la puissance de GPT-4, donc mon outil va être plus performant avec GPT-4. Mais je crois que mes clients ou des gens sont prêts à accepter de dire, bon, j'ai un outil un peu moins performant que GPT-4, mais voilà, il participe à une concurrence plus globale, il est open source, le coût sera aussi plus réduit. Et je crois que c'est en créant de la concurrence, en diffusant un maximum ces modèles-là, en faisant en sorte qu'ils se génèrent à plein d'endroits, qu'on va être capable justement de faire s'écrouler la valeur économique pour faire en sorte que ça se déploie partout. Et donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup la métaphore de l'électricité. Je crois qu'on va vraiment rentrer là-dedans. Et je le dis pas juste comme ça parce que l'université de Stanford a entraîné un modèle qui s'appelle Alpaga. En gros, ils ont utilisé GPT-4 pour entraîner leur propre modèle. Donc en gros, ils ont utilisé, et donc je crois que ça leur a coûté $200. Et leur modèle, qui est maintenant open source accessible, tourne sur un ordinateur déconnecté même d'Internet. Donc on est même capable peut-être d'avoir en local des choses sécurisées. Alors d'ailleurs, c'est très demandé. Nous, j'ai le ministère de la Transition écologique qui nous a demandé sur un sujet secret défense, et je peux en parler parce qu'ils m'ont pas dit quel était le cas d'usage, mais en gros, ils nous demandaient d'installer sur un ordinateur notre système OGMA pour qu'il puisse se connecter dans une pièce, je sais pas où, à un serveur, je sais pas quoi, pour qu'il puisse, en cas de crise, se connecter, poser des questions et interagir très vite avec la donnée. Bien sûr, il y a un enjeu fort pour des gens, parce que derrière, quand on est en situation de crise, pouvoir avoir des analyses très rapides, utiliser la puissance du traitement du langage. Et donc, on voit que là, l'IA, elle est potentiellement, elle peut tourner déjà sur un ordinateur. Donc vraiment, on est dans cette capacité-là à aller très vite, beaucoup plus loin. Il va y avoir cet enjeu ensuite vraiment des modèles. Là, on a un sujet quand même, puisque ça coûte très cher d'entraîner les gros modèles, les modèles performants. Alors la question, c'est est-ce que GPT-5, par exemple, va apporter quelque chose de très différent par rapport à GPT-4 ? Si oui, alors ça veut dire que l'Europe doit absolument continuer à être dans la course à l'entraînement de modèles. On a Bloom, il va falloir qu'on continue. Si on sent qu'à un moment donné, ça commence à se tasser, probablement qu'on va rentrer dans une époque où on se dit, ouais, je suis d'accord de pas avoir 100% de la performance, mais si j'ai 80%, que c'est un truc open source, que c'est plus, voilà, ça participe à d'autres dimensions, on va l'accepter. Parce que dans tous les cas, l'IA générale ne va pas pouvoir se déployer, mais partout, hein. Et là, je vois bien, parce que les banques, par exemple, les premières, le Crédit Mutuel Arkéa, par exemple, avec qui on échangeait là, ils peuvent pas accepter que leurs données soient sur les serveurs d'OpenAI. C'est pas possible. Et donc, on voit bien que là, il y a des enjeux qui sont plus forts que les autres. Et OpenAI qui a construit son modèle sur le modèle payant, Google a emboîté le pas. Comme Facebook était en retard, ils ont décidé d'avoir une autre stratégie, c'est le format gratuit. Donc, justement, open source. Donc, eux-mêmes sont en train de faire ces choses-là. Donc, je crois qu'il faut qu'on génère de la concurrence, qu'on génère que ces modèles se diffusent pour essayer de répondre à ça. Mais voilà, je vais pas prédire l'avenir, et comme vous le savez, en termes de prédiction d'avenir, maintenant j'évite de prendre trop d'engagement. Merci.